Quand je suis arrivé pour Pâques, mon père a ouvert la porte, a levé les yeux au ciel et a dit « Waouh, regardez qui a enfin décidé de sortir de son trou ». Personne n'a bougé, personne n'a dit bonjour, il n'y avait pas de chaise en plus, pas d'assiette, juste une table remplie de dos tourné. Ma mère n'a même pas fait semblant de sourire, elle s'est penchée et a chuchoté « Mange ce qu'il reste, on ne t'attendait pas », puis elle s'est remise à son verre de vin. Un de mes cousins a murmuré « Pourquoi c'est là ?» Je suis juste resté debout, j'ai tout absorbé et j'ai dit « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour rester, mais vous vous souviendrez de cette visite », et je suis parti. Un an plus tard, j'ai fait un geste qui les a tous laissés sous le choc. Ma sœur m'a appelé en larmes « S'il te plaît, ils ne peuvent pas gérer ça. » À la base, je n'avais même pas prévu d'écrire ça, mais après ce qui s'est passé à Pâques dernier et comment ça m'est resté en tête toute l'année, il faut que ça sorte. Je ne cherche pas vraiment de conseils, je veux juste savoir si je suis réellement aussi fou que ma famille semble le penser. Si vous aimez les histoires où le personnage principal apprend à pardonner ou ce genre de truc, eh bien Gio, ce n'est pas cette histoire. Donc tu es prévenu, d'accord? Alors voilà comment ça a commencé. Je m'appelle Knox, 27 ans, homme, côté. Ma famille n'a jamais été super, mais là, on a atteint un nouveau creux. J'avais un peu disparu pendant environ un an. Je ne vais pas mentir, les histoires avec mon père rendaient les choses trop bizarres pour même me pointer. Pour donner un peu de contexte, le dernier Thanksgiving, il m'a carrément accusé devant tout le monde d'avoir ruiné sa retraite parce que j'ai refusé de co-signer un prêt qu'il voulait prendre. Ouais, je ne vais même pas rentrer dans les chiffres, mais c'était beaucoup, et je ne suis pas idiot. J'ai dit non, il s'est énervé, et ensuite le groupe de discussion familiale a explosé pendant des semaines. On m'a traité d'égoïste, on a dit que je ne soutenais pas la famille, blablabla. J'ai quitté le chat, mis tout le monde en sourdine. Je ne les ai plus vus depuis, juste quelques textos de ma sœur Cora de temps en temps. Donc c'est Pâques, je m'ennuie, j'ai rien de prévu et je commence à me dire que je devrais peut-être passer, voir si les choses se sont calmées. Je prends la voiture, et je prends même le temps de m'arrêter pour acheter cette boîte hors de prix de macarons de cette pâtisserie du centre-ville que ma mère aime. En me disant que peut-être ça aidera. J'arrive là-bas, et tout de suite je sens que quelque chose ne va pas. Mon père ouvre la porte, me regarde, ne cache même pas son mépris, lève les yeux au ciel et dit « Waouh, regardez qui a enfin décidé de sortir de son trou. » Je me dis ok, le vieux est énervé, rien de nouveau, mais quand même. Je suis là, avec la boîte de macarons à la main, comme un idiot. J'entre et c'est évident qu'il n'y a pas de chaise pour moi. Je veux dire, la table est pleine, tout le monde mange déjà, certains me tournent même le dos comme si je n'existais pas. Pas de « Salut Knox », pas de « Content que tu sois là », rien. Cora est tout au bout, et elle a l'air sur le point de pleurer ou quelque chose comme ça, et je comprends. Elle est toujours coincée au milieu. Je pose la boîte sur le comptoir et je reste debout. Maman ne fait même pas semblant, elle se penche et murmure « Mange ce qu'il reste, on ne t'attendait pas », puis elle se tourne de nouveau vers son vin. Même pas une tentative de sourire. Mon cousin Crew, celui qui a toujours la grande gueule, marmonne « Pourquoi c'est là ?» Même pas une vraie phrase. Personne ne rit, personne ne dit rien, c'est juste gênant. Je reste là, en m'attendant à ce que quelqu'un dise au moins « Pousse-toi » ou « Fais-lui de la place », mais personne ne le fait. À ce moment-là, je ne suis même pas en colère. Juste genre, vous vous foutez de moi? Comment on en est arrivé là? Et ouais, je sais, quelqu'un va demander pourquoi j'ai même pris la peine de venir, mais honnêtement, je crois qu'une partie de moi voulait voir si c'était aussi mauvais que dans mes souvenirs. Une sorte de confirmation, j'imagine. Ou peut-être que je voulais juste voir si quelqu'un allait se lever pour moi. Mais non. Alors je dis juste, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour rester, mais vous vous souviendrez de cette visite. Je n'ose pas la voix, je ne claque rien, je dis juste ça, je remets ma veste et je pars. Personne ne me suit, personne ne dit rien. J'entends Crew ricaner, maman se resserre un verre. Je laisse les macarons. Je conduis un moment après, en essayant de décider si je devrais revenir, dire quelque chose, je sais pas. Mais je ne le fais pas. J'envoie un texto à Cora, juste un simple « J'espère que tu vas bien ». Elle ne répond pas. Je rentre, je jette ma veste au sol et je m'assois. Je ne me sens même pas en colère, juste ce froid bizarre, comme un vide. Tu grandis en pensant qu'il y a peut-être une limite à ce que ta famille peut te faire subir, mais en fait non. Je sais pourquoi ils me traitent comme ça aussi. Ça a toujours été comme ça, honnêtement. Je suis celui qui ne suit pas le mouvement, et mon père déteste ça. Il veut que tout le monde soit d'accord, même quand il dit n'importe quoi.
Thanksgiving dernier n'était que le dernier exemple d'une longue série. Il est en colère que je n'ai pas risqué ma cote de crédit pour son plan foireux. Maman l'a toujours soutenu, même quand il a tort. Cora essaie, mais on l'a fait taire. Les autres, ma tante Dolores, mon cousin Crew, Vanessa, toute la tablée, ils veulent juste que ce soit simple. Ils préfèrent faire comme si je n'étais pas là plutôt que d'affronter l'inconfort de me soutenir. Je sais que certaines personnes seraient restées, assises dans un coin, à faire semblant, mais non. Je ne fais plus ça. Je ne suis pas le punching ball de la famille. Je ne vais pas mendier des miettes juste pour les mettre à l'aise. Je ne vais pas faire de scène non plus. Je vais juste arrêter de les laisser faire semblant que je ne remarque rien. Donc voilà comment s'est passé Pâques. Peut-être que ça semble anodin, mais pour moi, c'était la goutte d'eau. Personne n'a claqué de porte, personne n'a crié, mais parfois c'est pire. Le silence est plus lourd. Je sais pas. Le truc, c'est que je pensais vraiment ce que j'ai dit, ils vont se souvenir de cette visite. Je ne vais pas juste m'en aller et les laisser continuer comme si de rien n'était. Et ouais, je sais que ça paraît dur, mais après comment ils ont agi, je m'en fiche un peu s'ils pensent que je suis le méchant maintenant. J'ai mes propres plans. Si tu lis encore, je sais pas, peut-être que tu comprends, peut-être pas. Mais si un jour tu as été celui ou celle que ta famille blâme pour tout. Tu sais, parfois, tu dois juste agir. L'année prochaine, ce ne sera plus pareil, je le promets. Bref, c'est tout pour l'instant, je ferai une mise à jour si ça intéresse quelqu'un. Franchement, si t'as déjà eu une famille qui fait semblant que tu es invisible, c'est dingue. Mise à jour 1, bon, ça a pris plus de temps que prévu, je ne vais pas mentir. Mais je suis de retour avec la suite, parce qu'apparemment certains d'entre vous sont aussi rancuniers que moi et veulent savoir si j'ai réellement fait quelque chose ou si j'ai juste enfoui mes émotions. Non, j'ai fait quelque chose. Pas tout de suite, cela dit. Tu vois, parfois tu es tellement en colère que tu es juste engourdi un moment. C'était moi. Des semaines passent après ce Pâques foireux. J'ignore les textos de la famille, je vis ma vie, mais tout ce qui s'est passé tourne en boucle dans ma tête. Je me revois littéralement debout à cette table, avec tout le monde qui fait semblant que je suis de l'air. C'est fou comme ça reste. Premier truc bizarre, genre 2 mois après Pâques, Cora m'envoie un message de nulle part, elle me demande si je connais quelque chose au refinancement. Même pas de salut, direct, tu peux parler de prêt? Et là, je me demande pourquoi elle me demande ça. Apparemment, papa a encore des problèmes d'argent, ce qui n'est pas nouveau. Il a toujours eu ce truc où il fait croire qu'il maîtrise tout, mais il investit à l'aveugle et finit toujours par paniquer. Mais la manière dont Cora pose la question est étrange, comme si elle marchait sur des œufs. Je lui demande si tout va bien, elle me répond que oui, juste occupée, puis elle laisse tomber. Alors je commence à faire des liens. Papa est surendetté depuis des années, toujours à jouer les grands chefs de famille. Tout le monde le laisse diriger parce qu'il parle le plus fort, maman le soutient toujours sans jamais le remettre en question, et tous les autres suivent ou se font exclure. Moi? Il y a une propriété dans la famille, pas un manoir ou quoi, mais une maison correcte que grand-mère avait laissée. Papa en a toujours fait toute une histoire, genre, protéger l'héritage, ou je sais pas quoi. La dernière fois que j'étais chez eux, avant Thanksgiving, je l'avais entendu au téléphone, en train de se disputer à propos de paiement. Donc je me dis que c'est peut-être à propos de ça. Je pose quelques questions, rien de suspect, juste en mode conversation. Je parle à mon oncle, celui qui n'est pas impliqué dans le drame familial, il vit dans un autre état. Il me dit que papa est stressé en ce moment, à propos de la maison, mais il n'en dit pas plus. Je vais voir les registres publics en ligne, par curiosité, et devine quoi? Il y a bien un privilège sur la propriété. Je me marre un peu, parce que c'est exactement le genre de truc pour lequel papa m'aurait explosé si c'était moi. Hypothéquer la maison familiale pour un plan foireux soi-disant inratable. Je sais qu'il est dépassé. Alors voilà, je connais un gars du lycée dont on n'était pas amis, mais on se suit sur Instagram. Il s'est lancé dans l'immobilier, il poste souvent des trucs sur des propriétés. Je me souviens qu'il avait dit vouloir acheter dans notre coin. Je lui envoie un message privé, je lui demande comment va le marché, sans trop en dire. Il me répond que ouais, il y a pas mal de propriétaires en difficulté, les banques essaient de revendre leurs dettes. Je lui demande s'il connaît la maison de ma famille et là, il m'envoie un lien vers une annonce de vente aux enchères. Je sais même pas comment réagir à vrai dire. Maintenant je sais que papa est sur le point de perdre la maison. Si elle part aux enchères, c'est fini. Plus d'héritage familial, plus rien. Et je sais que si ça arrive, il me tiendra pour responsable jusqu'à la fin de ses jours parce que pourquoi pas.
Mais franchement, je m'en fous. C'est ce qu'il mérite après m'avoir traité comme une merde tout en s'attendant à ce que je le sauve. Je vais à la banque, je ne citerai pas de nom, mais c'est une grosse, je demande des infos sur la dette. Ce n'est pas illégal ni rien. Littéralement, n'importe qui peut racheter cette créance s'il a l'argent et remplit les papiers. Je le fais. J'achète la dette. Ce n'est pas donné, mais j'économise depuis des années, au lieu de balancer mon argent dans des arnaques. Je signe les papiers et d'un coup, au lieu qu'une banque inconnue tienne la laisse de papa, c'est moi. La première chose que je fais, c'est envoyer l'avis officiel. Pas directement de moi, je passe par les bons canaux pour que tout soit en règle. Papa reçoit la lettre et pète littéralement un câble. Je le sais parce qu'il appelle d'abord Cora en hurlant, et elle me texte « Qu'est-ce que tu as fait ?» Papa est en train de péter un plomb. Je lui réponds juste « Je ne discute pas des affaires familiales par texto. » Quelques jours plus tard, papa débarque chez moi. Première fois depuis des lustres. Il ne frappe pas, il cogne à la porte comme s'il était chez lui. J'ouvre, et il commence direct à hurler « Comment tu as pu faire ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu veux détruire la famille. » Il s'approche, me pousse littéralement dans le couloir. Je lui dis de reculer. Il reste là, à respirer fort. Je lui demande s'il veut parler ou juste crier. Il dit que je suis ingrat, que j'ai toujours été jaloux de lui, que je suis une vipère. Je reste là, je le laisse vider son sac. À un moment, il lève la main pour frapper le mur. Je recule et lui dis que s'il me touche encore, j'appelle la police. Il sort en trombe, claque la porte si fort que mon voisin m'envoie un message pour demander si tout va bien. Après ça, c'est le bazar. Maman appelle, mais sa voix est glaciale, comme si elle lisait un script. Elle me dit que c'est une affaire de famille, que je ne sais pas ce que je fais, que je ruine tout. Je lui réponds que je fais juste ce que ferait n'importe quel créancier, tu paies ce que tu dois, ou tu perds la maison. Elle raccroche. Ensuite, le groupe familial explose de nouveau. Cousin Croc envoie un mémo vocal et je ne l'écoute même pas, je lis juste la transcription, en gros, je suis une honte et je devrais avoir honte de moi. Tante Dolores dit qu'elle ne me parlera plus jamais. Vanessa, une autre cousine, essaie de faire comme si elle ne savait pas ce qui se passe, mais je la vois liquère des publications mesquines de Croc sur la « fausse famille » et tout ça. Pendant tout ce temps, Cora essaie de jouer les médiatrices. Elle me demande s'il n'y a pas moyen de trouver un terrain d'entente, si on ne peut pas juste parler, si je ne peux pas simplement pardonner et oublier. Je lui demande pourquoi ce serait à moi de tout réparer, alors que personne ne s'est jamais levé pour moi. Pas une seule fois. Elle me dit que c'est compliqué, mais qu'elle va essayer de parler à papa. Je lui dis de faire ce qu'elle veut, mais que la date limite est réelle. Ce que personne ne comprend, c'est que je ne fais pas ça pour avoir la maison. Je m'en fous de la maison. Je veux juste qu'ils comprennent une chose, je ne suis pas celui qu'on peut ignorer puis supplier quand ils sont désespérés. Quand tu traites quelqu'un comme une ordure assez longtemps, un jour il fera en sorte que tu t'étouffes avec. Encore quelques semaines passent, la famille panique toujours. Je reçois un texto de papa disant qu'il trouvera l'argent, qu'il lui faut juste plus de temps. Je réponds, tu as 30 jours, comme tout le monde. Il m'envoie une série de messages, à moitié des menaces, à moitié des tentatives de culpabilisation. Puis, plus rien. Honnêtement, je pensais qu'il trouverait peut-être une solution. Un miracle, un ami riche, ou je sais pas quoi. Mais je savais qu'il ne me demanderait pas d'aide. Pas vraiment. Pas après tout ça. Alors je garde ça strictement professionnel, plus de textos, pas d'appels, je ne vais pas chez eux, je ne m'assieds plus jamais à cette table. Je garde tout par écrit, pas de place pour qu'ils déforment quoi que ce soit. Et ouais, peut-être que c'est dur. Peut-être que certaines personnes qui lisent pensent que je suis allé trop loin. Mais je les avais prévenus, j'ai dit qu'ils se souviendraient de cette visite. Maintenant, ils s'en souviennent. Voilà où on en est, je détiens la créance, ils ont reçu l'avis, et pour une fois, ils ne peuvent plus faire semblant que je n'existe pas dès que ça devient compliqué. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je suis prêt. C'est eux qui m'ont mis dehors, maintenant ils peuvent gérer les conséquences. Je mettrai à jour si ça devient encore plus chaotique. Et croyez-moi, je pense que c'est loin d'être fini. Mise à jour 2, alors, je ne m'attendais pas à ce que toute cette affaire prenne une telle ampleur. Franchement. Après avoir racheté la dette et envoyé l'avis officiel, c'était comme si soudain tout le monde se souvenait que j'existais juste pour me tomber dessus. Je me réveille avec une tonne d'appels manqués de ma mère et de mon père, genre on dirait que je me suis appelé moi-même par erreur. Pendant une semaine entière,
le groupe familial explose, notes vocales, textos, même un coup de gueule sur Facebook de ma tante Dolores du classique. Je vois quelques-uns de mes cousins poster des sous-entendus sur les serpents dans la famille. Franchement, c'est paresseux. Si tu vas me critiquer, au moins sois créatif. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas juste de la colère, c'est de la panique. Ils agissent tous comme si j'étais un méchant, comme si j'avais sournoisement volé la maison sous leur nez, alors qu'en réalité, j'ai littéralement fait ce que la banque allait faire. Mon père m'envoie un texto, un mur d'insultes, puis 1 heure plus tard, il m'appelle pour me dire que je dois être un homme et rendre la maison. Et puis, à midi, il m'envoie un nouveau message, je devrais avoir honte de ce que j'ai fait à ma mère. Il part dans tous les sens. Maman n'est pas mieux. Elle continue à appeler, laisse des messages vocaux qui commencent tristes et finissent par de la colère avant qu'elle raccroche. Sur un d'eux, elle a claqué le téléphone si fort que je l'ai entendu. Un jour, on frappe à ma porte et ce n'est pas juste mon père cette fois, c'est lui et Vanessa. Elle a les bras croisés, lui les mains qui tremblent. Avant que je puisse dire un mot, il essaie de forcer l'entrée dans mon appartement. Je bloque la porte et lui dis que s'il recommence, j'appelle vraiment la police. Vanessa essaie de jouer la médiatrice, on est tous de la famille, on peut pas juste parler? Mais je refuse. Je leur dis, payez ce que vous devez. Rien de personnel. Je ne veux pas en parler. Papa me pousse, je le repousse. Vanessa lui attrape le bras et le tire dans le couloir. Il hurle que je suis mort pour lui. Elle marmonne des insultes. Mon voisin ouvre sa porte, voit la scène, la referme immédiatement. Personne n'appelle la police. Je claque ma propre porte. Cora est la seule à ne pas crier. Elle continue à m'envoyer de longs messages où elle dit qu'elle aimerait que les choses soient différentes, qu'elle est coincée entre les deux, qu'elle ne peut pas prendre parti. Je ne sais même plus quoi lui répondre. Elle me demande s'il y a un moyen de leur accorder un délai, d'être indulgent. Je lui dis que j'en ai fini d'être le paillasson de la famille. Elle dit qu'elle comprend, mais je vois bien que ce n'est pas vraiment le cas. Elle n'est pas faite pour ce genre de conflit. Et là, ça devient complètement dingue. Crow, mon cousin grande gueule, décide de s'en mêler. Il débarque chez moi le soir. Jean, qui fait ça? Il frappe. J'ouvre la porte, il se met à gueuler direct, je ruine tout, je détruis la famille, grand-mère aurait honte. Je lui dis qu'il a 30 secondes pour partir ou j'appelle la sécurité. Il tente de s'approcher de moi, je le repousse. Il essaie de me frapper le téléphone des mains. Alors je recule simplement et je referme la porte. Le lendemain matin, il me harcèle de messages pour dire qu'il va arranger les choses, quoi que ça veuille dire. Je le bloque. Ma mère essaie une nouvelle tactique. Elle fait appeler Dolores. Et Dolores, elle n'est pas subtile. Elle passe directement en mode culpabilisation, elle me dit que je vais regretter ça toute ma vie, que le jour viendra où j'aurai besoin de la famille et que personne ne sera là. Je lui réponds que c'est déjà le cas. Quelle différence? Elle raccroche. Plus tard, elle poste un message critique sur Facebook à propos de « ceux qui n'ont aucune loyauté », tag Vanessa, puis le supprime aussitôt. Pendant ce temps, papa m'envoie des emails à moitié menaces, à moitié supplications. Il dit qu'il va trouver l'argent, puis qu'il ne me parlera plus jamais. Ensuite, il menace de me poursuivre en justice, puis il dit que j'ai toujours été jaloux de lui, que c'est ma manière de me venger. Je ne réponds pas. Je fais tout passer par mail, parce que je veux garder une trace écrite. Je ne suis pas idiot, je sais comment cette famille fonctionne. Si tu leur laisses une ouverture, ils déforment tout. À ce stade, c'est évident, ils ne vont pas pouvoir payer. Ils n'ont pas l'argent. Je le sais. Ils le savent. Mais ils continuent à agir comme si, en criant assez fort, je finirais par céder. Je ne céderai pas. J'ai dit qu'ils se souviendraient de cette visite, et je le pensais. Le plus fou, c'est que la famille commence à se diviser là-bas. Vanessa et Crow sont évidemment du côté de papa. Mais j'entends, par un ami commun, que certains des cousins plus jeunes disent que je n'ai pas tort. Que papa a mené la famille droit dans le mur depuis des années et que personne n'a jamais osé le confronter. Je m'en fiche, franchement. Je ne fais pas ça pour des points. Je veux juste qu'ils ressentent ce que c'est d'être mis à l'écart par les siens. Ils essaient une dernière chose, une réunion de famille chez Dolores. Je n'y vais que parce que Cora me supplie. Dès que j'entre, papa commence à hurler. Maman pleure. Vanessa a ce regard comme si elle voulait me tuer. Crow se lève, me fait face, et je dis juste à tout le monde la même chose, c'est une affaire maintenant. Vous en avez fait une affaire le jour où vous m'avez traité comme si je n'étais rien.
Payez ou perdez la maison. Rien d'autre à dire. Papa essaie de frapper sur la table. Je me lève pour partir et Cora m'attrape le bras, me supplie de rester. Je la repousse doucement et je sors. Crow me suit dans le couloir, essaie de me pousser, je le repousse et je continue à marcher. Quand je rentre chez moi, je mets le groupe familial en sourdine, je coupe les appels, je pose mon téléphone face contre table et je laisse tout tomber. Je sais qu'eux ne vont pas lâcher, mais moi je ne reculerai pas. Je les avais prévenus. Je ne serai plus jamais le bouc émissaire de la famille. Prochaine mise à jour, j'imagine que vous verrez ce qui se passe quand la date limite tombera. Je ne vais pas mentir, je suis un peu curieux de voir qui va craquer en premier. Mais ce ne sera pas moi. Dernière mise à jour, franchement, je pensais que ça deviendrait chaotique, mais pas à ce point. Sérieusement. Je me suis réveillé aujourd'hui en pensant juste faire défiler TikTok, sombrer un peu dans la spirale et ignorer le monde. Mais je vois mon téléphone s'illuminer avec des appels manqués, genre 14 messages vocaux, tous de Cora. Les aperçus des textos sont en majuscules. Certains, c'est juste elle qui répète mon prénom encore et encore. L'un d'eux, c'est juste sa respiration pendant presque une minute. Je n'écoute même pas tout de suite les messages. J'ouvre le groupe familial par habitude. Il y a environ 30 nouveaux messages depuis minuit. La plupart viennent de Vanessa et Dolores qui taguent tout le monde. Mais je vois Crow aussi, balancer des points d'interrogation et des mèmes bizarres. Genre, mec, lis la pièce. Maman écrit en minuscule ce qu'elle ne fait jamais. Elle dit que papa ne dort plus. Qu'il tourne dans la maison à 3 heures du matin. Personne ne sait quoi faire. Puis elle écrit, peux-tu s'il te plaît arrêter ça? Tu es en train de briser ton père. Et ce message-là, il m'a presque fait rire tellement il est typique. Genre, c'est moi qui le brise? Ok. Je finis par écouter le message principal de Cora. Elle pleure, évidemment, et elle parle si vite que je comprends à peine. Elle dit que papa perd la tête. Qu'il demande après moi. Qu'il ne quitte plus sa chambre. Qu'il exige que tout le monde m'appelle. Apparemment, il a essayé d'appeler la banque, puis l'agent immobilier, puis encore moi. Elle me supplie de répondre, de lui parler. Elle dit qu'elle n'en peut plus, que maman recommence à boire, que Vanessa menace de partir, que Dolores hurle sur tout le monde, et que Crow a essayé de lancer un appel de groupe mais personne n'a rejoint. C'est le chaos. Un vrai chaos. Et ouais, la date limite que je leur avais donnée, c'était la nuit dernière. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils paient vraiment et ils ne l'ont pas fait. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute, puis j'ai vendu la créance. Pas à un inconnu. À ce gars du lycée dont j'avais parlé. Il a des projets pour la propriété. Et je vais pas mentir, j'ai pris l'argent, et je ne me suis même pas retourné. Il m'envoie un message, merci. Quelques minutes plus tard, je vois une nouvelle notification postée dans le groupe familial. C'est officiel maintenant. Ils doivent quitter la maison sous 60 jours. Sauf s'ils arrivent par miracle à racheter et connaissant papa, ça n'arrivera pas. Juste après ça, mon père m'envoie un texto. Pas de bonjour. Pas de formule. Juste, appelle-moi tout de suite. Je ne réponds pas. Il m'envoie un autre message, plus long, décousu, disant que j'ai tout détruit. Que je ne suis plus son fils. Que je vais regretter ça toute ma vie. Il dit que je l'ai humilié devant toute la famille, devant le quartier. Que grand-mère ne me l'aurait jamais pardonné. Puis il envoie juste, pourquoi, encore et encore, comme s'il s'attendait à ce que je m'excuse soudainement. Maman réessaie. Cette fois, ce n'est pas de la colère. Elle dit simplement, tu as eu ce que tu voulais. Tu es content maintenant. Elle ajoute qu'elle espère que je n'aurai jamais d'enfant. Parce que je saurai ce que ça fait quand il se retourne contre toi. Je ne réponds même pas. Cora continue d'appeler. Finalement, elle débarque chez moi. Sans prévenir. Elle tambourine à la porte. J'ouvre, et elle est en vrac. Les yeux gonflés, le sweat à l'envers, les cheveux en bataille. Elle commence par supplier. Puis elle se met en colère. Puis elle repleure. Elle dit que papa est brisé. Que maman ne cesse de boire. Que tout le monde se dispute. Qu'elle ne peut pas rentrer chez elle. Et elle demande si elle peut juste dormir sur mon canapé un moment. Je la laisse entrer. Surtout parce qu'elle a l'air de pouvoir s'effondrer à tout moment. Elle pose ses affaires, se recroqueville sur le canapé, et se met à faire défiler son téléphone, tête baissée. Elle ne dit plus rien. Je la laisse tranquille.
1 heure plus tard, Vanessa m'appelle. Je ne décroche pas. Elle laisse un message vocal disant qu'elle va tout raconter à tout le monde. Que j'ai détruit la famille. Que personne ne me pardonnera jamais. Elle dit qu'elle me bloque. Puis elle m'envoie aussitôt une capture d'écran de son action. Genre, ok, merci. Mon père vient à mon immeuble plus tard. Il reste assis dans sa voiture devant, sans en sortir. Juste là, les bras croisés, à fixer droit devant comme s'il attendait quelque chose. Finalement, il s'en va. Je ne descends pas. Je ne vais pas mentir, je pensais que je ressentirais quelque chose. Une victoire. Du soulagement. Mais honnêtement, c'est juste le silence maintenant. Je ne me sens pas mal. Je ne ressens rien du tout. J'avais dit qu'ils se souviendraient de cette visite. Et maintenant, ils s'en souviendront. Cora dort encore sur mon canapé. Mon téléphone est toujours rempli d'appels que je ne rappellerai pas. Je sais qu'ils parlent tous de moi. Qu'ils me blâment. Mais pour une fois, ce n'est pas moi qui supplie pour être accepté de nouveau. Ils peuvent gérer leur mère d'eux-mêmes. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Peut-être qu'ils vont déménager. Peut-être qu'ils vont se rejeter la faute. Peut-être qu'ils apprendront à vivre sans quelqu'un sur qui tout déverser. Ça m'est égal. J'ai fait ce que j'avais dit. Et ils se souviendront de ce Pâques-là pour le reste de leur vie.